Bien, je vous remercie d'être venus si nombreux. Donc l'exécution de Louis Savary, à la fin, il meurt. Voilà. Vous connaissez la fin et vous savez donc comment il meurt. Donc voilà, ce livre est édité par l'association des Compagnons de la Violette. Alors les Compagnons de la Violette, c'est tout ça. Ce sont des revues qui s'appellent La Violette. Alors pour compléter votre collection, s'il vous en manque, c'est à la table là-bas. Les Compagnons de la Violette, c'est aussi quelques études de livres. Alors le dernier sorti, en dehors de celui-ci, c'est le livre d'Éric Ringard que vous avez tous. Hein, pas Éric Ringard, le livre. Parce que si vous n'avez pas Éric Ringard, il est là-bas. Et il adore dédicacer son livre. Donc, si jamais, à la fin... Voilà. Alors, quant à moi, je dois démentir une rumeur. Ce n'est pas le 5e, mais le 4e. Parce que d'après le journal de Montreuil, j'en étais à 5, mais non, ils en ont un d'avance. Alors, 4e livre, donc, les 3 premiers. Le premier s'intéressait à l'histoire de la citadelle, le passage du domaine militaire au site touristique. Le deuxième sur les luttes scolaires à Montreuil-sur-Mer, on va dire école confessionnelle contre école laïque. Et le troisième, c'était comment l'arrondissement de Montreuil est devenu républicain. Alors dans tous ces sujets, il y a le comment. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le comment. Comment on passe d'un site militaire à un site touristique. Comment ça se fait, comment se fait la transition. Comment les lois laïques décidées à Paris, quel impact ont-ils 200 km plus au nord? Comment ça se passe? Quand on laïcise, comment ça se passe? Et quand on change de régime, c'est-à-dire que quand on passe du bonapartisme en 70 à la Troisième République, concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Comment les gens, et là pour le coup l'arrondissement de Montreuil, c'est l'arrondissement le plus bonapartiste du département, le plus bonapartiste de France. 1870, il y a un plébiscite. Et en 1914, Montreuil-sur-Mer a tous ses élus qui sont républicains. Donc comment en 35 ans on a fait changer les mentalités des habitants, c'est ce qui m'intéressait. C'est la démarche du ras du sol. On descend au ras du sol et on regarde concrètement comment ça se passe. Alors il y a un terme que j'aime pas trop, c'est l'histoire locale. À chaque fois, c'est un petit côté méprisant. Les historiens locaux, vous faites de l'histoire locale. Alors il y a un terme qui est bien plus intéressant, c'est celui de micro-histoire, podcast de France Culture. Comment on passe de l'histoire locale vous racontez, la micro-histoire, vous contextualisez ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'on peut prendre un événement local et le remettre dans le contexte national, regarder les différences, regarder les comparaisons et comparer d'autres territoires. Ben, c'est la démarche de la micro-histoire, d'aller voir ce qui se passe concrètement sur un événement très précis. Voilà. Exemple de micro-histoire à venir, les hôtels particuliers à Montreuil, c'était notre sujet. Comment on fait un hôtel particulier à Montreuil? On n'en sait rien à l'heure actuelle. Comment ça se passait? Qui achète les parcelles? On contacte qui? Où est l'architecte? Où est-ce qu'on va chercher les matériaux? Voilà des exemples de sujets de micro-histoire qui, à partir, on en prend un seul et qui permet de tirer des généralités. Voilà. Nicolas Picard, j'en reparlerai à la fin, qui définit la démarche de micro-histoire, parcours individuel, événements marquants, et plonger dans les profondeurs dans le but de révéler les dynamiques sociales et l'univers mental d'une époque. Ben, ça tombe bien parce que là, l'univers mental, on va bien le sentir à travers ce sujet, l'exécution de Louis Savary. Alors, première question, pourquoi Louis Savary? Parce que personne ne le connaît, et là, c'est moi non plus. C'est ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un anonyme. C'est ça aussi, c'est s'intéresser à un anonyme. L'histoire, c'est pas que l'histoire des gagnants, pas que l'histoire des héros, c'est aussi l'histoire des anonymes. Et le terme que j'ai remis dans l'intro, c'est sérendipité, c'est-à-dire quand vous trouvez quelque chose que vous ne cherchiez absolument pas et qui vous emmène très très loin. Assez loin. Ça va Isabelle? Madame Isabelle Mortreux. Alors, normalement les gens applaudissent, mais là c'est trop tard, il fallait arriver avant. J'ai fait c'est le petit salon, les petits salons montreuillois. Voilà. Alors la sérendipité, elle est arrivée en ouvrant je cherchais pour l'autre livre, le carton d'archives du journal de Montreuil de 1890. Et donc, c'est des grands exemplaires reliés par année, vous tournez, et arrive cette page-là du journal de Montreuil en grand avec exécution de Savary.
Ah, voilà, donc une complète sur 4 colonnes, avec des titres, des petits sous-titres très aguichants, vous avez envie de lire, hein, la veille, l'arrivée du bourreau, l'après-midi, l'aspect de la ville, la guillotine, le réveil, le trajet, l'échafaud, le cimetière. Ça donnait envie de lire. Donc évidemment, j'ai lu, et je vous lis un petit passage hein, pour vous dire pourquoi on a envie de s'y intéresser. La tête est tombée, un énorme jet de sang jaillit et le corps est poussé dans le panier au quart rempli de sciure de bois, ce qu'on appelait le son. Un aide prend le petit panier à l'avant, l'incline et fait rouler la tête auprès du corps. La tête, pendant ce moment, nous apparaît de face. Une plus grande lividité y est répandue, les yeux sont fermés, elle n'a pas de contraction. Voilà, donc évidemment, ça donne envie de continuer la lecture. Hein. Une du journal de Montreuil, 1890, vous imaginez. Voilà. Et c'est plein de détails sordides que vous découvrirez dans le livre. Hein. Je vous livre un scoop. Donc il est guillotiné, il a la tête en moins, donc forcément il est plus court. Donc les cercueils sont plus petits. Et là, le cercueil est encore trop petit. Donc on doit lui enlever les chaussures pour pouvoir le mettre dans le cercueil. Voilà. Et il a un petit bout de menton en moins, parce qu'évidemment, la lame, quand vous. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça. Non, ça raccourcit. C'est l'effet gilette. La première lame coupe le cou, la deuxième coupe le menton. Donc on a plein de petits détails sordides comme ça, qui évidemment sont tous plus glauques les uns que les autres, et vous en disent long sur cette époque. Hein. Donc 4 septembre 1890, vous pouvez découvrir ça dans la une du journal de Montreuil. Alors, ce fait divers, cette exécution, je suis parti de l'exécution, hein, c'est un événement, j'en reparlerai vers la fin, qui est à la fois rare et à la fois très courant. Rare par sa fréquence, moins de 10 exécutions par an hein, durant toute la Troisième République, on est à peu près à ça, donc une dizaine par an, pour plus de condamnations à mort et pour encore plus de crimes. Voilà. Quand vous lisez les archives de l'époque, moi, quand on me dit que la société est devenue violente aujourd'hui, j'invite tout le monde à lire les journaux de la fin du 19e. Entre le crime de Randuflier, le crime de Berck, le crime de Boisjean. Enfin, là, vous avez Philippe Lambert dans La Voix du Nord qui, tous les lundis ou tous les 15 jours, fait une rubrique sur les grands criminels de notre région. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Voilà. Donc, ce fait divers, là, vous avez devant vous les 48 journaux qui m'ont servi de corpus pour l'analyse du compte-rendu de l'exécution. 48 journaux. C'est l'un des faits divers, c'est la fois où on va trouver le plus écrit le nom Montreuil-sur-Mer sur les journaux, peut-être à égalité ou juste après l'inauguration de Douglas Haig. Donc déjà, on passe d'un anonyme, Louis Savary, à quelque chose de national, voire d'international. Vous voyez déjà le passage. Jamais Montreuil ne sera autant cité que lors de cet événement-là. Peut-être à l'exception de l'inauguration de Douglas Haig. Voilà. Alors, ça c'est Gallica, vous allez sur Gallica, vous tapez l'événement, et vous avez des journaux, donc le Sud-Ouest Toulouse, le Petit Bastier, le Patriote Albigeois. Donc en 4 coins de la France, on va vous présenter l'exécution de Louis Savary. Et on voyage un petit peu. The Echo of London, en anglais dans le texte. Nous avons des professeurs d'anglais qui pourront traduire éventuellement à la fin de la journée. Et The Singleton Argus, c'est bon? Ça, j'ai révisé. Australie. Donc on a une narration de l'événement, franchement, qui est internationale et aux 4 coins du monde. Angleterre, Australie, évidemment dans les journaux coloniaux français. Alors je n'ai pas trouvé aux États-Unis, mais je n'ai pas non plus trop cherché, mais c'est quelque chose qui va rayonner partout. Montreuil-sur-Mer, Australie. Vous avez vu, même les Australiens savaient où c'était. Donc voilà, c'est à la fois ce qui est paradoxal, on a là un anonyme avec un événement international qui aurait fait la une des journaux. Alors là, vous n'avez pas en une des journaux, hein, ça fait la une des journaux locaux, et généralement la 3e page des journaux nationaux et internationaux dans les rubriques régions. Alors il faut retracer le contexte. On est en mars 1890, et à Randuflier, dans une petite maison, une maison caution, on va dire, hein, petite fermette aujourd'hui, qui existe encore, je pense, vous verrez la photo dans le livre, vit une dame, la veuve Verger, qui habite rue des Vergers, c'est pratique comme ça. Voilà. Et elle est retrouvée assassinée d'une façon horrible, étranglée
égorgée plutôt à coups de couteau. Elle est placée dans une position qui fait croire à un viol. Elle a 88 ans et d'après la presse, elle est obèse. Elle n'existe pas. Donc on la retrouve. Ça, c'est la première mention de ce crime dans le journal de Montreuil. Et déjà, on y fait un supplément. À chaque crime, on va faire un supplément. C'est pour dire l'importance des faits divers à l'époque. On aime bien ça. Ça fait vendre et ça fait lire. Et l'affaire Savary, pour le journal de Montreuil, c'est une manne. De mars 1890 à septembre 1890, on a 6 mois où l'affaire Savary va faire fréquemment la une des journaux et va tenir en haleine les lecteurs. Ça fait les choucras. Ouais, voilà. Je replace le contexte. Je vais passer là tout de suite. Il y a un contexte qui est important pour comprendre l'exécution de Louis Savary. Ça, c'est le Petit Journal. Petit Journal du 13 mars 1890. Le Petit Journal, c'est le journal le plus vendu en France en 1890. L'un des plus vendus en France. Hein. C'est le summum. Et vous lisez. Et vous y lisez. C'est dur à dire hein, en fin de journée. Je vous le lis. La région de Berck est sous le coup de l'émotion la plus vive suite à l'assassinat dont vient d'être victime à Randuflier, Madame Veuve Verger, et que je vous ai télégraphié hier. Ça, c'est le journaliste qui parle. On n'entend parler ici que de scènes de carnage, la frayeur est à son comble, et c'est à peine si le soir venu, des habitants osent mettre le pied en dehors de chez eux. Ça fait peur, hein. C'est pas tout. De fait, l'endroit, le Montreuillois, l'endroit est en train de devenir célèbre dans les fastes du crime. Oui, depuis 4 ans, voilà 5 ou 6 assassinats qui se commettent sur un espace de pays très restreint de l'arrondissement de Montreuil. L'année dernière, pour ne parler que des plus récents, on tué à Berck une sage-femme, la veuve Copin. Il y a 2 ans, on trouvait les époux Flasque aubergistes égorgés au seuil de leur maison à Randuflier. Mais, j'arrive plus à lire, et ce qui contribue encore à augmenter la terreur des populations qui se sentent insuffisamment protégées, c'est que la plupart de ces crimes, ces 2 derniers notamment, sont restés impunis. Donc on a une série de crimes dans la région, on n'a trouvé personne. Donc évidemment, quand on en attrape un, autant vous dire qu'il va payer pour tous les autres. Alors notre ami Louis Savary ne commet pas... alors c'est lui, hein, il est coupable, il l'a reconnu. Il ne commet pas son crime tout seul, il est accompagné de son mauvais génie qui s'appelle Geneviève Garçon. Nom de famille connu à Randuflier, puisqu'il y a une rue Maxime Garçon, Garson, avec qui il aime passer du temps. Voilà. On sait qu'ils boivent ensemble. Par contre, dans les journaux, pas de sexe, hein, rien. Autant l'alcool, on peut y aller, les meurtres, on peut y aller, le sang, mais les... Voilà. Alors, elle est reconnue pour des faits de prostitution. Elle va le dénoncer pour un autre crime, qui est le crime de Berck, de la demoiselle Copin, la fameuse sage-femme, qui est assassinée en 1888, 2 ans plus tôt. Et Louis Savary va être accusé de ces deux meurtres. Et c'est pour ça qu'on parlera des assassinats de Randuflier et de Berck. Donc mars 1890, Savary est très vite arrêté parce qu'il a été vu le meurtre a lieu un samedi soir. Hein. Il a été vu le samedi chez elle. Il cherchait des secours, comme il dit, c'est-à-dire à manger et sûrement à boire auprès de la veuve, qui n'a pas voulu lui donner. Ce sont des gens qui se connaissent, puisqu'il est attablé à sa table, le boucher arrive. Donc il y a plein de gens qui l'ont vu chez elle l'après-midi. Voilà. Vous découvrirez plus en détail dans le livre. Donc il est arrêté très vite, en mars, il avoue très vite son crime, et ensuite il est arrêté. Alors, ce que j'ai cherché à savoir, c'était qui était Louis Savary, et la démarche intéressante, c'est jusqu'où on peut reconstituer la vie de quelqu'un qui est mort il y a 130 ans. Ben, on y arrive, et c'est parfois plus facile d'aller reconstituer la vie de quelqu'un qui est mort il y a 130 ans que d'aller trouver votre propre acte de naissance. Alors, Louis Savary, on va rembobiner un peu l'affaire. Il naît à Paris en 1861, dans le 14e arrondissement. C'est le fils de Julie Savary, donc c'est le nom de famille de sa mère, père inconnu. Elle accouche à la maternité du 14e et ne compte pas garder son enfant. Donc elle le dépose, il est pris pour faire partie de ce qu'on appelle les fameux enfants assistés de la Seine.
l'enfant assisté de la scène, un terme qui existe encore aujourd'hui. Ça, c'est le registre des entrées. Et lui, il est tout en bas. Hop, je vous le fais voir. Louis Savary, 23 août 1861, 14e. On a le nom de sa mère et on a le mode de dépôt, je vais dire, accouchement. Hein, c'est pas qu'un enfant qui est abandonné dans l'anonymat, c'est vraiment elle qui décide de ne pas le garder. On ne sait rien de son père du tout. Voilà. Elle vivait à Paris, la mère. Alors ensuite, il est placé très tôt à Abbeville, dès le mois d'août, dès la semaine suivante. Les orphelins, enfin, ils ne sont pas orphelins, les enfants assistés n'ont pas vocation à remplir les orphelinats, hein, ça c'est dans notre imaginaire, mais sont envoyés dans les campagnes. Dans le but de, 1, les mettre au grand air, 2, les éloigner généralement de la famille, du noyau familial initial, et 3, plus tard, de fournir des bras pour l'agriculture qui en manque. Donc, vous voyez déjà le destin. On le retrouve, donc il est confié à l'agence de placement de Montreuil. Hein, les enfants assistés de la Seine ont des agences de placement partout en France, et c'est l'agence de Montreuil qui va gérer son placement. Et on le retrouve à Colline-Beaumont, auprès de la famille Noël. Là, il a 10 ans, on est en 1872, hein, enfant pupille, enfant d'hospice. Vous avez sa ligne ici. Alors, il y en a 2. Le couple a 2 enfants à eux, et ils ont ils ont adopté adopté non, on leur a confié 2 enfants. Colline Beaumont, il va y rester jusqu'à ses 18 ans, et après, il part pour le service militaire. Ça, c'est sa fiche de recrutement militaire que vous pouvez trouver sur le site des archives départementales. Cette fiche, elle est intéressante parce qu'on apprend, bon là, c'est son état civil, hein. Colline Beaumont, Montreuil, il est domestique agricole. Et on a quelques informations sur sa physionomie. Cheveux, sourcils roux, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, bref. Un anonyme, 1,66 m. La taille de Louis Savary est quelque chose d'important tout au long de l'histoire. Hein. Vous verrez, le cercle est trop petit, je vous rappelle. 1,66 m, et vous découvrirez que sa taille va encore lui jouer des tours. Et quelque chose d'intéressant, c'est son degré d'instruction. Ça aussi, c'est fondamental pour la suite de l'histoire, 1 et 2. Alors, les degrés d'instruction, 0, analphabète, 1, c'est lire, 2, c'est lire et écrire. 3 niveaux d'instruction primaire avancée, et 4 niveaux supérieurs. Donc là, on est dans quelqu'un qui sait lire et écrire. On est entre les deux, on sent qu'il a hésité. Ce niveau d'instruction va également déterminer le reste de sa vie et sûrement expliquer pourquoi il commet ce crime. Vous lirez dans le livre, je ne vais pas tout dire. Si vous avez déjà lu la presse. Voilà. Louis Savary s'engage dans le... Donc déjà, il est tiré au sort. Hein. Il n'y a pas de quoi se faire remplacer. Vous êtes tiré au sort pour être envoyé service national. Donc il y reste service militaire. Il y reste longtemps. De 13e régiment d'artillerie, puis après il part faire la campagne du Tonkin, un Tonkin équivalent du Vietnam, donc il part quasiment une année faire les guerres coloniales. Donc contexte de violence, hein, les guerres coloniales, c'était quelque chose assez violent, et il le dira par la suite, on lui a demandé de faire des choses qui étaient plutôt sanglantes, ce qui peut expliquer le contexte aussi. Donc c'est quelqu'un qui tout au long, là vous l'avez compris au niveau de mon récit, va cocher tous les cases. Hein. Enfant, pas de parents, en gros, l'armée, la guerre, et puis d'autres petites choses qui vont arriver dans sa vie qui peuvent expliquer son geste. Retour de la guerre, il se marie. Alors ça, c'est quelque chose de particulier. C'est pas un marginal, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt inséré dans la société jusqu'à ce qu'il commette son crime. Il se marie à Oswaldine Fréville. Alors, à la lecture de sa signature, vous vous doutez bien que c'est pas un milieu plutôt modeste aussi. Hein. Elle écrit comme elle peut son nom. Voilà. Il se marie à Upi. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup aussi, hein. Paris, Saint-Omer pour son incorporation militaire. Il part au Tonkin. Il rencontre sa femme à Upi, c'est dans la Somme. Voilà. Quelqu'un qui est assez mobile avant de se fixer sur Rang-du-Fliers. Voilà. Le couple aura un enfant
un enfant aussi. Et puis voilà. Alors là, on part, c'est son dossier qui est conservé aux archives municipales de Paris. Donc il n'y a pas qu'Internet, hein, quand vous écrivez des livres, il faut prendre sa petite voiture et partir aux archives ou avoir quelqu'un sur place. Archives de Paris, il y a son dossier qui est encore conservé avec quelques pièces importantes, dont une pièce fondamentale pour comprendre le basculement. Donc c'est quelqu'un de bien inséré dans la société, enfin bien inséré, normalement inséré dans la société, c'est-à-dire il est domestique agricole, ce qu'on appelle journalier, ce qui est la profession la plus répandue au 19e. Il est marié, il a un enfant, il a une maison, ancien militaire. Il rentre, il se marie, et là, il va faire une demande pour devenir garde nationale à Paris, la garde nationale à Paris. Il faut 2 conditions pour faire la garde nationale. La première, les pièces sont dans le dossier, c'est sa taille, avoir la bonne taille. Et là, à 1 centimètre à dire, il l'a. Ouais. La deuxième, donc il a des lettres de recommandation, hein, c'est quelqu'un de bien. L'assistance publique appuie son dossier avec des lettres de recommandation, donc quelqu'un de très bien, qui n'a jamais fait parler de lui, bon ouvrier. Voilà. Quand vous lisez ça, vous dites, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça bascule à ce point-là? Parce que les journaux ne le ratent pas. Hein. Pendant 6 mois, Louis Savary, c'est l'homme à abattre, hein, celui qui n'a aucun scrupule, qui n'a aucune conscience, qui est mal vu dans sa commune, mal noté, paresseux, qui parlait à tous ses communs, parce qu'il parle beaucoup, hein, Savary. On le fait beaucoup parler. Quelqu'un qui avait des envies de meurtre depuis des années. Et quand vous lisez le dossier qui est là, on a l'impression que ce n'est pas le même personnage. Il y a eu une bascule. Il se propose pour être à la garde nationale à Paris, donc du bon côté de la barrière, on va dire, et avec force lettre de recommandation. Et là, le dossier part à Arras, à la gendarmerie d'Arras, où il doit rencontrer pour une visite médicale. Il n'est même pas reçu. Il n'est pas reçu parce qu'on lui dit qu'il n'est pas assez instruit. Donc à partir de là, terminé. Plus rien. Son projet professionnel s'arrête pour manque d'instruction. Et là, on comprend que dans sa tête, on comprend, c'est ma théorie, hein, c'est ma théorie du basculement, il y a toujours un basculement, c'est qu'il est condamné à errer et c'est un couple qui ne doit pas rouler sur l'or. Et la mauvaise rencontre, donc on coche encore la mauvaise rencontre, et on va basculer vers ce qu'on appelle les crimes de misère, qui sont les crimes les plus fréquents à l'époque. Voilà, tous les détails sont dans le livre. Hein. Achetez quand même le livre, même si je vous ai dit tout. Il y a des choses que je n'ai pas dites. Hein. Voilà. Il est arrêté en mars, 3 jours après le meurtre, mis en prison donc à Montreuil, en préventive. Jugé, alors comme c'est un crime, hein, il n'est pas jugé à Montreuil, hein, ce n'est pas le tribunal de Montreuil. Là, on s'en va à la cour d'assises de Saint-Omer. Du lourd. Cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Ça, c'est un extrait du jugement, donc vous ne le voyez pas, mais je vous montre juste l'archive. Le but du jeu, c'est plus de vous faire voir un peu de papier écrit à la main. Donc lui, il est condamné à être exécuté sur l'une des places publiques de la ville de Montreuil, et elle, donc sa comparse, elle écopera de 6 années de réclusion, 6 années de prison. Déjà, vous voyez la différence. Est-ce que vous êtes l'auteur du crime ou pas? Ça change tout. D'un côté, la peine de mort, de l'autre, 6 ans de réclusion. Elle a participé avec lui, enfin lui, il a assassiné la veuve, il est allé la voir, ils sont retournés le soir, voler dans la maison, donc bon, quand même un casier chargé. Hein. Elle fera 6 ans de prison, elle sortira, puis après je vous laisserai découvrir dans le livre ce qu'elle fera après. Allez. Elle est forte. Hein. Voilà, il y a 2 petites choses qui ne sont pas habituelles dans ce procès, c'est l'exécution à Montreuil. La plupart des exécutions ont lieu sur les places publiques, sur les places juste en face des prisons. Là, il va faire le voyage. Hein, il faut exorciser un peu ce que vous avez lu tout à l'heure. Hein, cette région qui a peur, où il y a plein de crimes. Il va payer pour les autres. Voilà. C'est comme la sorcière du village. On l'a attrapée, on va la brûler, ça va calmer tout le monde, ça va conjurer le sort. Là, il y a un aspect de conjuration de sort là-dedans. Alors, il est enfermé dans la prison de Saint-Omer. Là, c'est le registre d'écrou hein, qu'on arrive à retrouver avec. Là, vous avez sa description physique. Alors, c'est pas tout à fait la même. Des fois, il gagne 1 centimètre par rapport au registre militaire. Là, il est châtain, il n'est pas tout à fait roux. Vous voyez que c'est très subtil. Hein,
Voilà. On a également ses vêtements quand il arrive, alors je vous lis, hein, une casquette, un paletot de satin de Chine, un pantalon en velours et une paire de souliers. On aurait pu faire une étude des vêtements, il y a plein de descriptions aussi des vêtements de l'époque. Voilà. Ah bah c'est là, je vous l'avais mis là. Donc ça, c'est des documents qui permettent de retracer un peu sa vie, qui jalonnent tout son parcours. Alors l'administration française, on critique beaucoup l'administration qui fait plein de papiers. Hein. Souvenez-vous, vous êtes obligé de faire plein de papiers. Alors pour les historiens, ça c'est une mine, parce que tout est écrit, on retrouve sa vie, il y a vraiment des papiers pour tout. Donc registre d'écrou de Saint-Omer, il y a le même pour Geneviève Garçon. Voilà. Il est condamné à mort donc, aux alentours du 4 juillet, 4-5 juillet, le procès dure 2 jours. Pour les 2 meurtres, il est accusé de 2 crimes, la veuve Verger et la sage-femme Copin à Berck. Il ne sera condamné que pour l'un des 2. Et heureusement d'ailleurs. Mais on verra dans son dossier de grâce que le 2e crime pèse quand même sur lui. Hein. Il est ramené au mois de juillet à Montreuil, parce qu'on ne sait pas quand aura lieu l'exécution. À partir du moment où il est condamné à mort, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Le pourvoi en cassation, on refait le procès, ou la grâce, et la grâce. Voilà. Il n'y a pas de, vous ne pouvez pas faire appel du procès. Ça n'existe pas à l'époque. Voilà. Donc on ne peut pas rejouer le match. On peut le rejouer s'il y a un vice de procédure, mais pas si vous décidez. Voilà. Donc il est ramené à Montreuil, parce qu'on ne sait pas quand aura lieu l'exécution. Et on en est dans une période de raccourcissement de l'exécution. Au Moyen-Âge, ça dure longtemps, très longtemps. Je vous invite à lire Le supplice du régicide d'Amiens. Ça dure, avec des rouets de coups, ça n'en finit pas d'ailleurs. On va raccourcir tout ça, donc la guillotine qui raccourcit non seulement les corps, mais en plus le temps d'exécution, hein, à tel point qu'au début, les Parisiens râlent en disant bah, « c'est déjà fini ». Oui, c'est déjà fini, ça dure, c'est fini. Et puis la deuxième chose, c'est l'éloignement aussi. La foule s'éloigne petit à petit du corps du condamné. Hein, ça aussi, on va repousser les limites. Et à tel point que c'est la machine qui tue, ce n'est même plus le bourreau. Le bourreau ne fait qu'appuyer sur le petit bouton qui déclenche. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte que la peine de mort ne soit plus, c'est la loi qui dit ça, que la simple privation de vie. Exit les tortures. Parmi les tortures, il n'y a pas que les tortures physiques, il y a les tortures morales. Donc on va le ramener au plus près du lieu d'exécution pour éviter qu'il psychote pendant tout son trajet. Voilà, donc il est ramené de Saint-Omer à Montreuil dans le courant juillet, où il est enfermé à la prison de Montreuil. Où se trouve la prison de Montreuil? Dans cette rue, au tribunal. Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Hein. On a récupéré, alors ça c'est le cas de beaucoup de prisons, on a récupéré après la Révolution beaucoup de bâtiments conventuels pour en faire des prisons. C'était pratique, hein, c'est des lieux clos, faciles à surveiller, avec généralement des petites fenêtres et des petites cellules. Donc très pratique. Là vous avez reconnu, hein, c'est écrit, hein, rue de la Licorne. Donc tous les Montreuil, ça vous souvient. La rue de la Licorne, voilà. Là c'est un monsieur. Et là vous avez la rue de Nilambin et l'ancienne poste, pour ceux qui ont connu, avant la construction de la nouvelle poste. Et là, dans le fond, à l'endroit où on avait l'ancienne caserne de gendarmerie, là où maintenant vous avez le CIO, l'inspection et puis le petit parking, se trouvait l'entrée du tribunal. Alors c'était tout en un. Vous aviez le tribunal d'un côté, les pompiers de l'autre, et les prisons dans le fond. Donc on rentrait, j'ai dû mettre on rentrait par les 2 piliers qui étaient là, et dans le fond, on avait les petites cellules qui étaient là. Donc, je remercie Madame Alexandre qui nous a fait la visite, elle est partie, mais du tribunal. Donc c'est sans doute dans l'une de ces cellules que Louis Savary a passé ces derniers jours. Quand vous êtes condamné à mort, généralement vous avez une cellule particulière, mais on vous met ce qu'on appelle des moutons, c'est-à-dire des personnes chargées de vous divertir et d'éviter que vous deveniez dépressif. On meurt en bonne santé, c'est important. Ça, c'est fondamental. Il faut que vous soyez bien dans votre tête, donc on vous occupe, il y a des jeux, il y a des moutons. Port de la camisole en permanence. Voilà. Donc, ce n'est pas des détenus comme les autres. Enfermé dans cette cellule, le pourvoi est rejeté fin juillet, la grâce lui est refusée. Au petit matin du 4 septembre, vers 4 heures du matin, il est réveillé. Hop. Ah oui, ça, c'est sa demande en grâce. Le dossier de demande en grâce aussi, qui est consultable aux archives nationales, cette fois
perfide, si ma mémoire est bonne. Dans ce dossier, il va y avoir les procureurs qui vont faire des rapports, qui vont réexpliquer toute l'affaire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vous avez le dossier de grâce de gens qui vont témoigner en votre faveur. Alors pour lui, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a 12 jurés qui l'ont condamné. Alors les jurés ne condamnent pas à mort, hein. Les jurés répondent oui ou non à des questions. C'est différent. Donc les jurés, entendant la sentence de mort, il y en a 6 qui vont demander sa grâce tout de même. Il y aura sa femme et puis lui, et puis c'est tout. Voilà. Et ça se passe comme ça. Le président de la République ayant le droit de grâce, hein, c'est lui qui signe la grâce. Donc ça, c'est une pièce rare, hein, profitez-en, on ne voit pas tous les jours. Dans le ministère de la Justice, il y a la direction des affaires criminelles qui tient conseil d'administration assez fréquemment. Et c'est un papier de 3 pages. Elle va reprendre l'affaire et elle va mettre ses conclusions. Là, les conclusions, à l'unanimité, il y a lieu de laisser la justice, il y a lieu de laisser à la justice son libre cours à l'égard du dénommé Savary. C'est signé. Et ce qui se passe, le président de la République met juste adopté. Et là, vous avez le garde des Sceaux. Alors, 2 personnages importants, Armand Fallières, garde des Sceaux, qui sera un fervent abolitionniste de 1906. Il deviendra président de la République en 1906. Et il va gracier systématiquement tous les condamnés de 1906 à 1908. Il va supprimer les budgets du bourreau. Voilà, on est parti vers l'abolition en 1908. Il y a un vote. Et à chaque fois qu'il y a un vote sur l'abolition, qu'est-ce qui se passe? Un crime horrible en France a lieu et on ne peut pas voter l'abolition, vous comprenez bien. Et en gros, on est à 300 voix contre l'abolition pour 200 pour. Voilà. Et à partir de 1908, ça reprend. Et il y a eu 2 années où il y a eu 0 exécution dans l'année. Et Sadi Carnot, dont on connaîtrait le sort, qui décédera assassiné lui aussi. Donc voilà, la grâce du président, c'est juste, je complète ce document, je marque juste adopté ou je ne marque pas, il n'y a pas un papier spécifique ici. J'ai essayé de chercher, on en reparlera après, pourquoi il n'a pas été gracié, ce qui se passe. Donc on revient à Montreuil, il n'a pas sa grâce, il est réveillé. Alors ça va très vite, hein, la grâce, elle est de, je vais reprendre un peu, on est le 19 août, ça va vite et pas vite. Hein. Et il n'est pas au courant, hein. Il n'est pas au courant, tout est tenu au secret. Les journaux spéculent sur est-ce qu'il a eu sa grâce ou pas, tout est secret. Il ne faut pas que ça arrive aux oreilles du condamné, il ne doit pas savoir, voilà, il faut qu'il meure en bonne santé et pas stressé. C'est comme les bêtes à l'abattoir, sûrement quand c'est stressé, la viande est moins bonne. Donc il y a un peu de ça là-dedans, de trucs surréalistes. Donc là, en 15 jours de temps, ça va se décider. Pourquoi 15 jours? On est en pleine manœuvre militaire, hein. Toute la France fait des manœuvres militaires. Donc il manque de militaires pour garder les lieux. C'est une exécution qui va mobiliser énormément de forces de l'ordre et qui va mobiliser énormément de spectateurs. C'est un grand paradoxe. On veut que ce soit un spectacle. C'est un spectacle, hein. Vous allez à l'exécution comme vous allez au spectacle, hein. Il y a la scène, il y a tout ce qu'il faut. Et par contre, on ne dit pas quand c'est. Donc il y a des rumeurs, ça va être demain. Et les gens accourent, on a vu les gens accourent, non, c'est pas demain. Le journal de Montreuil qui n'en sait rien du tout, mais qui va vous dire que c'est pour dans 2 jours. Alors 2 jours, il n'y a rien, c'est pour la semaine prochaine. Il y a toujours rien. Et puis, ce jour finit quand même par arriver au petit matin. Alors tout le monde le sait parce que le bourreau est arrivé la veille et qu'on l'a tous reconnu. Il n'y a qu'un bourreau en France, hein, c'est le célèbre Desblair père. Là, on est encore chez le père. Le fils prendra le relais juste quelques années après. Il est reconnu dans le train, évidemment. Et voilà, donc tout le monde est au courant. Il arrive en gare, les gens le suivent jusqu'à son hôtel. Et puis voilà, donc il arrive en gare avec sa guillotine dans cette petite charrette, hein, elle est dedans, tirée par des chevaux. Donc on est tenu de mettre des chevaux à sa disposition. Elle arrive par le train. Beaucoup de choses sont faites en train. Hein. Voilà. Lui, l'hôtel de Londres, c'est l'endroit où le bourreau va passer la nuit. Je dirais pas la nuit parce qu'il va quand même aller vérifier. La machine, elle est installée la nuit. Et c'est eux qui installent la machine. L'hôtel de Londres, c'est juste à côté. Les Hauts de Montreuil. C'est ça, je cherchais le nom. Ah, c'est par là, alors je suis perdu. J'ai toujours été mauvais. Hein. Enfin, bon, c'est moi qui n'étais pas bien orienté. Et donc, en ce 4 septembre, il y a quelque chose de très particulier. La plupart du temps, les exécutions ont lieu aux portes des prisons. Et là, on va l'emmener sur la Grand Place de Montreuil. L'exécution n'a jamais demandé la Grand Place de Montreuil, elle a dit l'une des places publiques de la ville. Voilà.
Ça aurait pu être place Gambetta, vous voyez, place Gambetta, mais c'est sûrement trop petit. Donc on veut qu'il n'y ait personne, que ça ne sache pas, que ce soit secret. On trouve même scandaleux qu'on y emmène les enfants, tout en faisant en sorte que ce soit sur la place la plus grande de la ville pour qu'il y ait quand même le plus de monde. Voilà. Le trajet, on a une information du trajet, hein, on sait par le journal qui raconte par le menu. Le journaliste, c'est Arthur Bécard, qui est très implanté sur Montreuil et qui sera très implanté sur Berck aussi. Journaliste très à la pointe, qui a un fervent républicain, qui a aidé pas mal qui a fait la campagne électorale de pas mal d'hommes politiques du coin. Donc il a ses entrées un peu partout. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui, voilà. On ne sait pas s'il était dans la cellule le petit matin, mais dans le compte-rendu, vous avez tous les dialogues. Hein. On sait tout ce qui s'est passé. Alors après, il faut se méfier de la presse. Vous verrez, on ne sait pas. Donc on a un trajet très processionnel qui ressemble un peu aux exécutions du Moyen-Âge, où on promenait, on allait bannir de la ville le condamné, le supplicié. Et on a un trajet voilà, qui est pas le plus court, mais qui fait office de procession. Voilà. Et de l'exécution, on n'a pas de photo, enfin on n'a pas retrouvé de photo. Par contre, on a un dessin. Et ça, c'est intéressant, c'est Le Pas-de-Calais, un journal qui s'appelle Le Pas-de-Calais, dans son édition du 14 septembre, qui n'est pas l'édition la plus proche, mais qui est celle de la semaine d'après, un petit dessin de l'exécution. Voilà, je vous le mets en grand. Donc on reconnaît, évidemment, il ne marche plus, mon rayon laser, ouais. Le clocher de Saint-Saulve, c'est à peu près la seule chose qu'on reconnaît. Voilà. On a notre guillotine, notre bourreau, le doyen, hein, qui est les locaux, la charrette. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? En fait, pas grand-chose. Alors, l'échafaud, depuis 1870, il est au ras du sol. Terminé les marches à gravir, voilà, on ne voit plus rien. La charrette, c'est pas la charrette. Hein, le condamné à mort est emmené de la prison par le wagon qui a amené la guillotine. Il sert à tout, ce wagon. Hein. Il l'emmènera même au cimetière. Voilà. Donc cette gravure, elle est totalement inventée, presque totalement inventée, elle va reprendre les codes classiques de l'exécution. C'est-à-dire que si je vous avais donné une feuille, un dessin, puis je vous avais dit décidez-moi l'exécution de la Louis Savary, vous m'auriez fait une charrette, une guillotine, peut-être même l'estrade, hein, on voit un semblant d'estrade, les gardes, le cordon, représentation très classique. Voilà, c'est la seule représentation qu'on ait de cette exécution. Alors elle est tirée d'une gravure, on sent qu'il s'est inspiré d'une gravure de 1897, issu d'une photo, donc on reconnaît un peu l'angle de vue. Lui, il a placé l'exécution ici, et c'est pas du tout là qu'elle s'est passée, puisqu'elle s'est passée, hop. En fait, l'exécution n'a pas eu lieu sur la Grand Place, mais sur la place de la Halle, qui n'est pas tout à fait pareil, devant le théâtre. Alors ce lampadaire, il est très important, c'est le fameux lampadaire Magnier, hein, vous l'avez tous reconnu. Le cordon de sécurité est fait juste derrière. En fait, le théâtre va être entouré d'un cordon de sécurité et la guillotine va prendre place juste ici derrière. On peut dire à peu près à l'emplacement de Douglas Haig. Voilà. Donc vous y penserez quand vous verrez Douglas Haig. C'est là que Louis Savary a perdu la tête. Le théâtre avec son corps de garde, hein, il y a le petit corps de garde qui était devant, une petite avancée, qui était encore une halle à l'époque. Hein, donc à Le Grain, qui viendra théâtre Première Guerre mondiale, à peu près. Voilà. Ça, c'est pas la photo de l'exécution de Louis Savary, c'est pour vous donner l'ambiance d'une exécution 1897, Lons-le-Saunier. Vous voyez, c'est assez sobre. On est à sortie de prison. Ça, c'est une exécution classique. Montreuil, c'est pas une exécution classique. Hein. On a cette procession, on a cette immense place. Généralement, les sorties de prison, la place était beaucoup plus petite. Pour Montreuil, on imagine bien que la sortie de prison, c'était la rue de la Licorne, il n'y a pas de place. Ça n'aurait pas été très pratique. On n'aurait pas eu le public qu'on ne voulait pas avoir tout en voulant l'avoir. Vous avez bien compris le petit côté. Voilà, donc sortie de prison, le doyen, la guillotine, et on reconnaît le camion qui est prêt à partir avec le panier, la tête et tout ce qu'il faut, direction le cimetière. Ou la médecine légale, qui peut réclamer le corps pour diverses expérimentations. Je vous en ai mis quelques-unes dans le livre, vous lirez, ne lisez pas en mangeant. Ne lisez pas cette partie-là en mangeant, parce que c'est un petit peu... voilà, sauf si vous avez les tripes. Vous en aurez. Voilà. Donc ça, c'est juste avant. Le 1897, c'est la dernière exécution de Lons-le-Saunier.
Alors, les dernières exécutions publiques, elles ont coutume de se faire, donc elles sont publiques, il y a une publicité. Publicité, ça veut dire qu'elles sont sur place publique. Ça ne veut pas dire qu'on va dire demain à 8 heures aura lieu l'exécution. Non, non, ça c'est secret, c'est top secret. En 1939, l'exécution de Vellman à Paris est filmée sous les caméras de personnes qui s'étaient mises au-dessus. Hein, il y a eu pas mal de problèmes techniques, ce qui fait que l'exécution qui aurait lieu au petit matin a finalement lieu quand le soleil est déjà levé. L'exécution est filmée, tout le monde voit ça. Elle est dans les journaux de l'époque, c'est une boucherie. Et à partir de là, on dit stop, terminé pour les exécutions publiques. Elles auront désormais lieu à l'intérieur des prisons. Le public ne pourra plus y assister. C'est ce qui a un peu mis fin, c'est cette médiatisation qui commençait à devenir un peu glauque, qui met fin aux exécutions publiques. Voilà. Là, c'est encore le cas, mais vous avez vu déjà, il n'y a plus d'estrade, il n'y a plus l'échafaud. La machine est directement au pied du sol. Alors pour Montreuil, on apprend qu'il y a un petit plancher, mais vu l'état des pavés, on comprend peut-être pourquoi. Hein, si jamais c'est bancal, ça risque de se coincer, puis vous imaginez bien que c'est... Ah. Alors une exécution réussie, qu'est-ce qu'une exécution réussie? Celle de Louis Savary est presque réussie. Une exécution réussie, c'est une exécution où l'exécuté consent sa sentence. C'est-à-dire il ne se débat pas, il arrive noble et courageux, il s'installe tranquillement, même en disant... Savary, il a quand même un petit coup, alors il embrasse beaucoup, hein, ils sont tous... et ça, quand on lit des récits de condamnés à mort, c'est un peu pareil, ils veulent tous, ils ont des élans d'amour, hein, ils embrassent leur gardien, ils embrassent le bourreau, ils embrassent le doyen, il faut retarder l'échéance le plus possible. Savary, il a un petit sursaut, là, c'est qu'il mord la main du bourreau, dites donc, avec ce qui lui restait. Et on m'a fait remarquer que dans les mémoires de Patrick Henry, donc Patrick Henry, c'est le condamné à mort qui n'a pas été exécuté puisque l'abolition est dedans, il y a une phrase où il dit il ne me restera plus qu'à me débattre et à mordre la main du bourreau. Donc c'est quelque chose qui doit être resté dans la tête des condamnés. De toute façon, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est mordre, puisqu'ils sont ligotés les pieds et les poings vers l'arrière. Voilà. Donc notre Savary va mordre le bourreau, ce qui crée un fait divers. Déblair mordu, vous lisez on imagine le crieur du journal. Voilà, télégramme de l'exécution, seul papier, exécution de Savary ce matin à 5 heures, aucun incident signalé. Point. On ne va pas parler de la main, ça pourrait faire désordre. Donc ça, c'est le procureur général de Douai. Donc l'information, elle remonte de Montreuil à Saint-Omer, de Saint-Omer à Douai, de Douai à Paris. Voilà. Voilà. Avant de vous laisser, petite incursion dans le livre. Donc, 3 parties. La première partie, c'est le fait divers. Ouais, ça va bien lire. Si vous aimez les polars, au jour le jour, heure par heure, minute par minute, l'affaire Savary. Voilà. Après, vous pouvez arrêter là. Mais on peut continuer. La deuxième partie, je me suis intéressé à la presse parce que vous vous doutez bien que les centaines de journaux qui relatent l'affaire ne sont tous pas venus à Montreuil. Donc concrètement, comment ça se passe? Comment ça se fait qu'on retrouve l'exécution en Australie, en Angleterre ou même dans le fin fond de la France? Comment ça se passe? Il y a le système des correspondances de presse. Certains viennent sur place, mais pas d'autres. Et souvent, on se copie-colle. Le copier-coller, à l'époque, est très fréquent. Donc, c'est toute cette partie que je vous ai mis. Loin de l'abolition, on est dans une époque... Alors, à Montreuil, vous avez 2 journaux rivaux qui se détestent, le journal de Montreuil et la Montreuilloise. L'un est républicain, l'autre est conservateur. Il se hait à tel point que là, en 1890, Arthur Bécard combat en duel Émile Delhommel, qui est un peu l'éminence grise de la Montreuilloise. Et en revanche, pour cette exécution, il n'y a pas un mot de désaccord. Ils sont tous en phase. Donc on est très loin de l'abolition, on est content que ça se passe, voilà. Parce que vous imaginez la déception pour les journaux si l'exécution n'a pas lieu. Le dernier chapitre s'intéressera à Louis Savary. Expliquer Savary, ça c'est ce que j'ai essayé de faire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, essayer de comprendre les points de basculement de sa vie, comment quelqu'un qui apparemment avait été plutôt bien inséré dans la société, plus ou moins, avec quand même des failles, les failles de l'enfance, l'épisode de la guerre, se met à devenir quelqu'un de misérable, c'est vraiment le cas de dire, des crimes de misère. Le mot misérable, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un mot qui est employé pour beaucoup de condamnés à mort.
Et souvent, c'est opposé à honnêtes gens. Hein, les misérables qui viennent tuer ou voler les honnêtes gens. Paradoxal. Et puis on a Montreuil-sur-Mer, hein, le Vide des Misérables, Victor Hugo, grand abolitionniste. Je vous en ai mis quelques passages aussi dans le livre. Voilà. Alors, pourquoi Savary n'a pas été gracié? La grâce du président de la République n'a pas à être justifiée. Le président de la République a le droit de grâce, point final. On ne saura pas pourquoi il choisit ou il ne choisit pas de gracier. Hein, il y avait Valéry Giscard d'Estaing qui avait témoigné, c'est 77, hein, le dernier condamné à mort en France. Il avait expliqué un peu les raisons, voilà, mais c'est des raisons personnelles. Alors, pour essayer de comprendre, j'ai pris le condamné à mort juste avant, qui s'appelle Constant Jacques, et le condamné à mort juste après, qui s'appelle Constant Roy. Tous les trois ont été condamnés pour la même chose, c'est-à-dire crime avec vol, assassinat avec vol. Assassinat, c'est prémédité, et vol qualifié. Donc, tous les trois la même chose. Condamnés juin, juillet, août, pas du tout dans les mêmes territoires. Hein. Constant Jacques, on est dans les Vosges, Louis Savary à Montreuil, et Constant Roy, on est à Rouen. Donc, dans 3 endroits différents. Les 2 premiers sont exécutés, le dernier est gracié. Alors pourquoi on a gracié le dernier et pas les 2 autres? Vous le découvrirez dans le livre. Et vous verrez que ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec l'horreur du crime, avec la personnalité. Hein, il y a une espèce de loterie dans la peine capitale, voilà, qui est assez, quand vous le lisez, vous dites bon, qui est dû sûrement au contexte. Le contexte joue énormément. Et Badinter, quand il était venu à Montreuil, c'est ce qu'il a dit, hein, il suffit qu'il y ait des crimes dans la région ou en France, et le verdict on sait qu'il va être plus lourd. Hein, il faut apaiser les consciences, apaiser les foules. 1890, 32 condamnations à mort et seules 8 effectives. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc parmi les 8, Louis Savary. Louis Savary est un primo-criminel, n'a jamais tué avant, et son casier judiciaire est vierge, il n'a jamais fait un jour de prison. Donc il passe directement par la case raccourcissement. Voilà. Donc vous lirez ça dans le chapitre. Ça c'est alors Jean-Yves Le Naour sur le dernier guillotiné à Marseille, hein, Amida Djandoubi. Et il y a cette phrase, le dernier guillotiné nous rappelle aussi que la peine capitale est une sorte de loterie tragique, car si Amida Djandoubi était assurément un meurtrier pervers et cruel, comme l'a finalement été Savary, une mauvaise défense et un climat délétère qui régnait à l'époque n'en pesèrent pas moins sur le verdict du jury. Et on se rend compte que ça, c'est une permanence dans les condamnations à mort, c'est qu'il y a un aspect très aléatoire de l'exécution. Très, très aléatoire en fonction du contexte, plus que du crime commis finalement. Et si vous lisez les crimes du journal de Montreuil, je pense par exemple au crime de Boisjean, là, le monsieur qu'on a retrouvé dans le puits, enfin bref, on a l'assassin et tout, et finalement, le monsieur n'est pas condamné. Donc c'est pas parce que vous avez assassiné quelqu'un que vous allez être condamné à mort. Voilà. Pour terminer, ces 2 images là, qui sont parlantes du journal de Montreuil. La condamnation à mort de Savary en juillet 1890 et la venue de Robert Badinter en 2000, j'ai oublié, c'est écrit là-bas, 2009, 21 octobre 2009, qui était venu à Montreuil, qui était venu au théâtre, donc à quelques mètres de... Et ça, je pense qu'il ne le savait pas, parce que je n'avais pas encore écrit mon livre. Et puis là, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, juste quelques mots sur l'auteur de la préface, qui est Nicolas Picard, que je ne connais que par écrit interposé, mais que je remercie ô combien. Alors Nicolas Picard, donc c'est lui, professeur agrégé d'histoire, il enseigne toujours dans un lycée, et il est auteur d'une thèse de doctorat qui s'appelle Le Châtiment suprême, 1906, donc lui c'est la période après, hein, 1906-1981. Alors c'est un pavé de 1200 pages dans lequel il y a tout, c'est plus la peine d'écrire quoi que ce soit après, vous aurez vraiment tout, et voilà. Donc après avoir lu ça, je me dis je vais lui écrire, il m'a fait une gentille préface, et je l'en remercie vivement. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Et sinon je vous souhaite une bonne lecture. J'avais dit une demi-heure, j'ai un peu dépassé, mais bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Madame Colette Martel. Où a-t-il été enterré? Alors, il y a au cimetière de Montreuil, pas dans la fosse commune, enfin, ce qui n'est pas une fosse commune, c'est pas forcément, on met un trou, on met la personne, on rebouche et on met la suivante à côté.
Les gens sont enterrés dans l'ordre où ils meurent, donc ce qui insupporte la Montreuilloise, qui ne trouve pas normal qu'on enterre un criminel à côté de braves gens, celui qui est mort juste avant, celui qui est mort juste après. Donc il est enterré au cimetière de Montreuil. C'est assez décrit dans le journal de Montreuil, du côté sud-ouest. Je n'ai pas retrouvé sa tombe. J'ai trouvé un Savary. Je fais ah, ben non, c'est pas lui, ça va pas. Ça correspondait pas. C'est un nom très très courant. Hein. D'ailleurs, le gardien de la prison s'appelle Savary. Il y a plein de trucs, il y a plein de petits clins d'œil quand on lit l'histoire de Savary. Donc il est enterré au cimetière de Montreuil. Et tu t'es intéressé à sa descendance? Oui. C'est le dernier chapitre que sont. C'est bien Colette, je ne l'ai pas payé. Hein. Donc il y a le dernier chapitre, l'épilogue, le dernier épilogue, là, que sont-ils devenus? Je me suis intéressé à sa veuve et à son fils, ce qu'il est devenu son fils. Voilà, comment on vit avec un père qui a été condamné à mort, exécuté. Alors il a à peine connu, hein. Il a à peine connu, parce que je crois qu'il a 2 ans. Il a 2 ans quand lui est exécuté. Mais donc vous saurez tout sur la descendance, ce qui est devenu le fils, ce qui est devenu la femme. Alors évidemment, elle n'est pas restée dans la région. Hein. C'était un peu lourd à porter, donc je vous ai fait une carte. Ouais. Il n'est pas devenu ministre de l'Éducation nationale? Non. Non. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Alors, ce n'est pas Victor Hugo, c'est Bogart qui a dit ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment vrai, quoi. On voit l'importance de l'éducation. Avec une instruction un peu plus poussée, il ne serait pas devenu le criminel qu'il est devenu. Voilà. Chaque enfant qu'on enseigne est un être qu'on gagne. Ça, c'est Victor Hugo. Après, je ne sais pas la suite. Monsieur Olivier Boccanfuseau. On a bien compris le choix de Montreuil par rapport au contexte social. Mais quelle est l'autorité qui a décidé que ce sera Montreuil? Le tribunal. De Montreuil? Non, Saint-Omer. Saint-Omer. Voilà. Alors, la cour d'assises de Saint-Omer délègue beaucoup. Hein. Elle envoie beaucoup ses condamnés à mort guillotinés généralement sur le lieu du crime. Alors, celui qui a fait le plus, condamné par la cour d'assises de Saint-Omer, guillotiné à Toulouse. Il a dû passer un bon trajet. Il y a eu le temps de. Voilà. Et c'est ça, il y a vraiment l'aspect, on va conjurer le sort en exécutant, voilà, le sang du condamné va calmer les ardeurs de tout le monde. Alors, il est exécuté en septembre 1890, en janvier, nouveau crime à Merlimont. Hein. Donc ça ne marche pas leur truc, dire ça ne marche pas. Et les 2 suivants, c'est les Baillet du Tilleul, vous lirez la suite. Alors eux, là pour le coup, les serial killers, comme dirait. Voilà. Quant à la Geneviève Garçon, elle fait 6 ans de prison et après, elle continue une vie de débauche. On la retrouve régulièrement condamnée par le tribunal pour vol, prostitution, atteinte aux mœurs. Hein, il y a un petit passage assez croustillant. Et par contre, je suis incapable de vous dire où elle est morte. On n'a pas retrouvé sa trace de décès. Voilà. Le mauvais génie de Louis Savary, comme il l'appellera. Oui, Madame Anne-Marie Rodet. Attends, je ne t'ai pas présenté. Ah si, c'est pareil. C'est pareil, si je m'étais intéressé, oui. C'est pas propre à Louis Savary. C'est pour ça que c'est à la fois rare et courant. C'est paradoxal de dire ça, il n'y a que 8 exécutions par an, donc c'est quelque chose de plutôt rare, mais dès que ça arrive, on en parle dans les journaux. Voilà, c'est pas propre à Savary. On va retrouver à chaque exécution, la prochaine. Oui. Bah pareil, ils vont faire des narrations. C'est quelque chose d'assez choquant pour la société. On sent le besoin d'en parler. Et encore aujourd'hui, hein, tout condamné à mort aux États-Unis, vous en avez quelques lignes dans les journaux ou quelques mots dans les journaux de 20 heures. Hein. C'est quelque chose qui reste assez. Donc c'est rare et fréquent. Fréquent au sens où on va retrouver des comptes rendus d'exécution très très fréquemment dans tous les journaux. Et puis c'est très copier-coller. Hein. Le réveil, l'arrivée, le bourreau, etc., etc., etc. Et à la fois rare parce qu'il y en a moins qu'une dizaine par an. Ça choque un peu le monde. Hein. Notre guillotine, elle pose question à l'extérieur. Hein. C'est très sanglant. Voilà. Il y a quelques pays qui ont aboli. Hein. À l'époque, je pense qu'il y a la Belgique et une partie de la Suisse. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui ont aboli la peine de mort à la fin du 19e. Voilà. Vous êtes bien calme. Monsieur Gérard Robet. Vous ferez une ouverture sur l'évolution des délais de justice
Là, ça s'est fait décider, juger, exécuter en 6 mois. Maintenant, c'est plutôt 6 années. On n'exécute plus, mon bon monsieur, on n'exécute plus. Non, mais on juge en 6 années en disant que c'est dans l'intérêt du condamné. Oui, là, pour la peine de mort, il y a vraiment l'idée de raccourcir le temps entre. On n'est pas aux États-Unis où vous passez pas des années dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. Hein. Là, ça va très très vite. Et c'est vraiment fait pour. On doit raccourcir le délai pour ne pas faire souffrir plus que de raison le condamné à mort. Il faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Pourtant, l'exemple n'était pas là. Ah bah non. L'exemplarité de la peine de mort, non, ça ne marche pas. C'est prouvé, ça ne marche jamais. Même dans la région, là, je vous dis, 3 mois après, nouveau crime à Merlimont. Un truc affreux, on retrouve la tête de la dame dans la cheminée qui brûle. Ah oui, non, vous lirez, vous verrez. Ne lisez pas en mangeant, par contre, je repréviens. Pas le soin. Donc non, c'est... Ouais. Monsieur Georges Regnault. De quelle manière a été organisée sa défense? Il y a eu un avocat commis d'office? Oui, avocat commis d'office. Alors, mauvaise défense, je dirais pas. À lire l'avocat, vous allez voir, j'ai repris les dossiers du recours, de demande de recours en grâce. Donc il y a une lettre de sa femme et une lettre de Savary, qui ne sont évidemment pas écrites ni par Savary, ni par sa femme. Généralement, c'est la défense, c'est le cabinet de la défense qui est chargé de rédiger les lettres. Et elles sont assez émouvantes quand même. Hein. Il y a quand même je pense que l'avocat a mis tout ce qu'il pouvait pour défendre Savary. Et même l'avocat de Geneviève Garçon, donc qui est jugé avec elle, demande à ce que lui ne soit pas exécuté. Donc il y a une défense quand même qui est faite, mais je pense qu'on ne peut pas lutter contre le contexte. Il y a le contexte qui est là, il y a pas mal de crimes, et vous êtes en train de gérer quelque chose vu de loin, c'est-à-dire vu de Paris vu de Paris pour ce qui va être de la Grâce, vu de Saint-Omer. Dans les campagnes, ça s'agite, il faut faire quelque chose. C'est en train de s'agiter dans les campagnes. Donc on va faire une exécution. Louis Savary, c'est simple, il ne coûte pas cher à la société, hein, il n'a quasiment pas de famille, il n'a quasiment pas de relations, c'est pas quelqu'un, ça ne va pas être une grosse perte, donc profitons-en. C'est plus ça qu'un problème de la défense. Quoi. Parce que l'avocat, il ne m'a pas l'air, à travers les lettres qu'il fait pour les recours en grâce, il donne de sa personne tout de même. Et même les jurés viendront le défendre, et ça ne suffira pas. Voilà. Dans un des dossiers de grâce, il y a même les sénateurs, les députés. Alors, ce n'est pas le cas pour Savary, hein, qui est défendu absolument par personne, et ça ne suffit pas non plus. Ça ne suffit pas non plus, le monsieur est exécuté quand même. Donc, il faut vraiment... Voilà. Monsieur Jean-François Graillot. Tu as regardé la fréquence dans les anciennes exécutions capitales à Montreuil avant Savary. Je crois qu'on en a... Alors, on en a 3. La dernière, c'est 1829, celle juste avant. Et je pense qu'il y en a encore une juste avant, mais c'est exceptionnellement rare. Hein. C'est rare. On a une vision, et Claude Gauvard, qui a travaillé sur la peine de mort au Moyen-Âge, le souligne bien. Hein. On a une vision du passé où on allait exécuter, rouer, pendre, etc. C'est un acte extrêmement rare, la peine de mort. Extrêmement rare. Ouais. On condamne à mort. Là, tout au long de la Troisième République, on est à 70% de grâce sur les condamnations à mort. 70%. Voilà. Et au Moyen-Âge, c'était presque un seul. Généralement, c'est à l'extérieur des villes. Il y a le bannissement, vous bannissez la personne, donc elle est exclue de la société. D'où la procession, voilà. Laisser aux marges, l'importance des marges. Les exécutions en face de la maison commune. Bah, le gibet, il était sur généralement les extérieurs de ville, au Moyen-Âge. Il ne fallait pas laisser les corps pourrir de toute façon à l'intérieur. Hein. Il y a des aspects sanitaires importants. Alors là, le 19e, on est en pleine période scientifique. Est-ce que ça fait mal ? Si vous lisez Le dernier jour d'un condamné, il y a cette phrase du condamné, dont on ignore le nom d'ailleurs, qui dit ah oui, on dit que ça fait pas mal. Et ils ont essayé, vous ? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un dire ah ouais, non, c'est bien votre truc, hein, c'est super. Hein. Et un petit peu d'humour là-dessous. Donc il y a plein d'expériences médicales à l'époque, parce que les corps des condamnés ont le droit. Alors c'est pareil, hein, la législation 19e, elle est en train d'évoluer. La famille peut récupérer le corps. Quand elle n'est pas demandée, la médecine peut demander à récupérer le corps aussi. Hein,
Donc, il y a des expériences médicales qui sont faites. Par exemple, là, le médecin légiste, c'est le docteur Alette. Le personnel en dehors des bourreaux et des aides est assez local. On a le personnel du tribunal qui est présent et le docteur Alette, qui est le médecin légiste qui travaille par ici. Je crois qu'il est à l'Hôtel-Dieu, ou enfin, il est dans le coin. Va continuer de compter les pulsations jusqu'au cimetière. Hein, il compte les pulsations, savoir quand est-ce. Parce qu'on ne peut pas, c'est une règle glauque, hein, on ne peut pas fermer la boîte ni l'enterrer tant que le cœur bat encore. Et le cœur bat encore, même après sans la tête, ça marche bien. Alors ça marche moins bien, hein, sûrement. C'est très glauque. Et puis je vous passe, alors si, pour les fans de ça, il y a un livre d'Anne Carroll, qui est la grande spécialiste, qui a pas mal travaillé là-dessus, qui s'appelle Physiologie de la veuve, sur toutes les expériences qui ont été faites sur les têtes. C'est la grande ère de ce qu'on appelle la galvanisation, c'est-à-dire on branche des petits fils électriques, on appuie, puis là, hop, il y a un œil qui s'ouvre, tout ça, on trouve ça rigolo. Voilà. On essaye de les faire revivre, de savoir s'ils pensent. Tu as parlé de la notion du secret, mais pas jusqu'au bout, puisqu'il y avait, soi-disant, des milliers de spectateurs et des troupes venues d'Arras. Ah oui, c'est ça qui est paradoxal. On ne veut pas dire quand c'est, mais tout le monde voit, les gens voient bien. Voilà. Alors, il y a un chapitre où je m'intéresse à la crédibilité de la presse, jusqu'où croire la presse, parce qu'on n'est pas obligé de les croire. Hein. Vous avez par exemple les dialogues, quand Louis Savary est réveillé, ces jours, il faut mourir, etc. Bon. Est-ce que le dialogue est vrai ou est-ce qu'il est reconstitué d'après ce qu'on a su? Ça, je ne sais pas. Il est strictement interdit à quiconque de pénétrer dans la cellule du condamné, encore moins des journalistes. Bon, sauf qu'on est loin de la capitale, on est avec un Arthur Bécard très proche des politiques, donc pourquoi pas. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais je le disais. Donc on ne sait pas, je vais essayer de savoir si la presse disait vrai ou pas. Ah oui, c'est pour le nombre de spectateurs. Ça aussi, il y a d'après la police et d'après les autres. Alors là, la police, elle est en phase avec le journal de Montreuil. À peu près 5000 personnes, 5000 à 8000 personnes. Mais les autres journaux diminuent tout par deux, 3000, ce qui est déjà énorme. Donc c'est pour vous dire. À 5h11 du matin. Ah, mais en ce temps-là, on se levait de bonne heure. Voilà. Les gens étaient là la veille, alors les gens montent sur les... Vous avez toute une description, hein, les gens montent sur les toits avec des échelles pour mieux voir, parce qu'on ne voit rien, hein, vous êtes de plein pied. Hein. Vous êtes de plein pied, il y a un cordon sanitaire. On est comme... c'est comme au théâtre. De toute façon, vous allez voir, j'ai pris le parti pris dans ma description d'être comme au théâtre. On a les spectateurs qui arrivent, la scène est là, les projecteurs vont s'allumer, noir sale, il fait noir, hop, le chanteur, la star arrive, il monte sur son truc, crac, et les spectateurs applaudissent à la fin. Il y a des bravos qui choquent tous les journalistes présents, apparemment. Voilà. C'est le seul débat qu'il y a, c'est est-ce qu'on peut se réjouir de la condamnation à mort. C'est le seul petit arrangement avec l'abolition que fait Arthur Bécard, sinon, non, justice est faite. Justice est faite, on est plutôt content, tout du moins dans la presse, que cette exécution ait eu lieu. Voilà. Mais donc 5000 personnes, bon, on imagine la place qui devait être... et le choix de la place aussi, hein, c'est une scène là devant, vous avez une scène parfaite, hein, vous pouvez mettre des gens, c'est Bercy, hein, c'est le Zénith, vous avez des gens tout autour. On est au spectacle. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre, hein, le spectacle de l'exécution aussi. Voilà, je suis très calé en livre sur la peine de mort maintenant, si vous voulez. Alors, je suis content d'avoir terminé ce sujet parce que, voilà, vous comprenez, c'est assez... Quand vous terminez, vous avez pas envie de passer à autre chose, parce que c'est lourd. C'est un sujet qui est assez lourd. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Comment devient-on bourreau? Ah bah alors, généralement, là, le fils du bourreau et les Desblair vont être bourreaux de père en fils. Hein. Anatole Desblair et Joseph Desblair, c'est Joseph et Anatole, vont être bourreaux de père en fils. C'est un métier très particulier. Déjà, c'est pas un métier. Hein, il y en a un qui était l'un des bourreaux qui devait être imprimeur, là je ne sais plus, et vous êtes missionné, vous recevez une lettre de mission, et après débrouillez-vous. Hein. Vous avez votre petite enveloppe, avec votre petite enveloppe, vous allez trouver, vous allez chercher votre guillotine, vous allez chercher des chevaux, vous allez réserver les billets de train, vous gérez tout. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'un seul bourreau, il n'y a plus qu'une seule guillotine en France à cette époque-là, donc elle voyage. Là, elle était à Épinal le 1er septembre, elle arrive à Montreuil le 4. Donc là, il n'a pas eu le temps de refroidir, le bourreau.
Alors Desblair, le fils, que je ne dise pas de bêtises, c'est quelqu'un qui va devenir à moitié fou à cause de la vue du sang. Hein. Et un jour, il est aspergé. Il a une haine de la vue du sang, ce qui est paradoxal. Et l'autre va mourir d'un cancer de la gorge. Ce qui est... voilà, après avoir... vous voyez, mais il y a toujours des petits trucs comme ça, très croustillants. Donc voilà, on devient bourreau comme ça. Et... il faut des qualités particulières. Il faut être rapide. Il faut être rapide. Un bon bourreau, c'est quelqu'un de rapide. Après, costaud, non, c'est les aides. Hein. Le bourreau, l'exécuteur en chef, il n'est pas bourreau, il est exécuteur en chef, ne fait que tirer sur la machine, mais il faut être bien approprié. Il faut être bon. Là. Et dans les aides, alors Montreuil, 1890, c'est la fin du père, et le fils commence à cette époque-là, et le fils, Anatole, rédige des carnets d'exécution. À chaque exécution, il faisait beau, ça s'est bien passé, ou alors... ça s'est pas bien passé. Il y a quelques ratés, mais très peu. Voilà. Et on n'a pas j'ai pas trouvé l'exécution de Montreuil. Il n'a pas encore rédigé. Il n'était pas encore en train de tenir son journal. Donc voilà. Tu seras bourreau, mon fils. Ah, vous imaginez les repas de Noël, ça doit être sympa. Qui est-ce qui coupe la dinde, moi? Ouais, il y a plein de trucs, des choses croustillantes. Ça doit être bien. Georges? Prétexte pour des grands écrivains à justement défendre. Ouais. Alors ça, c'est très, ouais, ça c'est très paradoxal parce qu'on est vraiment dans une période charnière. 1890, on a le journal, alors je ne vais pas le retrouver parce que le journal de Clémenceau qui relate l'exécution. 1890, justice est faite. Il conclut justice est faite. 4 ans plus tard, il est sur la place de la Roquette et là, il fait une défense de l'abolition sur 3-4 colonnes. Donc on voit qu'on est dans une année charnière, mais il n'y a pas grand monde pour défendre Savary à l'époque. Dans le coin, hein, je n'ai pas trouvé d'écrit abolitionniste du tout, dans toute la presse que j'ai lue, dans toute la presse locale. J'ai fait les journaux les plus à gauche, j'ai fait les journaux les plus à droite. On est encore dans une époque où il y a vraiment que les grands écrivains qui commencent à se démarquer. Mais sur le terrain, c'est très modeste. Hein. Très modeste. Il critique le mode... il y a un journal qui s'appelle Le Farceur à Boulogne, qui est plutôt un journal humoristique, qui critique un peu l'exécution en disant que c'est quand même quelque chose pour un journaliste de traumatisant, hein, très traumatisant, mais pour autant, la peine de mort est nécessaire. Il n'y a personne pour défendre Savary sur ce point. Hein. Lors de l'exécution ou des exécutions en général, y a-t-il un prêtre? Oui. Là, il y a le doyen qui est là, qui l'accompagne. Alors, c'est très rigolo parce qu'il fait le voyage à l'intérieur du chariot, là, pour recueillir les prières de Savary. Hein. Savary est quelqu'un de pratiquant, donc il prie. Et il l'accompagne au cimetière, mais cette fois-ci, il ne reste pas dedans. Hein. Il monte à côté. Donc, il fait le voyage à l'intérieur jusqu'au lieu d'exécution et à l'extérieur de la charrette pour le cimetière. Il ne va pas rester à côté du corps, on sent quand même qu'on ne sait jamais. Mais oui, il y a le doyen. Ouais. Ah, il y a tous les... Là, vous avez tout, hein, le dernier vers de Rome ou de Genièvre. Voilà. La dernière cigarette. Il a entendu la messe. Voilà, dans les récits classiques. Le métier de condamner n'est pas catholique, mais protestant, par exemple. Alors là, il entend les autorités protestantes. Oui. On lui cherche un protestant, un pasteur. Les secours de la religion. Et puis je pense qu'il y en a certains qui, à mon avis, devaient se passer des secours de la religion. Voilà. Bien. Est-ce que ça a joué sur... parce que donc il y en a un qui a été gracié après lui. Ouais. Est-ce qu'il avait tué un homme ou une femme? Ah, un homme. Que des hommes. Est-ce que ça a joué là-dessus? Est-ce que c'est plus grave d'assassiner une femme à l'époque? Alors, le monsieur de Rouen, là, qui est gracié, tue un ancien patron à lui, qui est restaurateur, pour lui voler la caisse. Quelqu'un d'assez implanté. Donc je dirais non, au niveau de notoriété, c'est quelqu'un d'assez implanté. Mais vous direz pourquoi il est gracié. Là, c'est des hautes raisons politiques. Je veux dire, le président de la République ne pouvait pas faire autrement. Là,
Et les autres, je ne sais pas, il faudra étudier tous les cas, mais on ne sait pas, hein, il n'y a pas de justification, et franchement, c'est la loterie, c'est vraiment l'air du temps. Est-ce qu'on est dans une région pour les Vosges? C'est pareil. Alors j'ai mis en parallèle les trois textes, hein, Savary, Constant Roy et Constant Jacques, et on a des points communs, c'est-à-dire il y a beaucoup de crimes, il faut faire un exemple. L'idée de faire un exemple. Ça revient. Ça revient assez souvent. Mais non, il n'y a pas de motivation du président. Enfin, par contre, par l'autre, oui, celui qui a été gracié, que je vous ai mis dans le livre, oui, on sait pourquoi il a été gracié. Voilà. Mais ce n'est pas la nature du crime qui fait la grâce ou pas la. Surtout que là, là c'était une vieille dame, hein, 88 ans. Je rigole. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais Savary, oui, c'est clair qu'il va payer pour tous les crimes. Voilà. Ça ne mange pas de pain d'exécuter Savary. C'est vraiment un misérable. C'est ça, c'est un misérable. Il est l'exemple même des crimes de misère. C'est-à-dire des gens qui tuent. Il est bête comme ses pieds, hein. Il va tuer la veuve pour son argent. Il vole, je ne sais plus, 1 franc 20. Il vole rien, quoi. Il ne trouve même pas son argent qui est caché. Il fait les armoires, il ne trouve rien. Par contre, il embarque l'eau de vie. Il embarque le vin, l'eau de vie. Voilà. C'est sordide, quoi. C'est bête. Crime de misère. D'autres questions? Les enfants, des questions? Bonne nuit, hein? Bon, il va passer bonne nuit. Ouais. Avoir une attitude comme ça, c'est pas parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool? Peut-être. Alors, ma conclusion, j'ai repris le livre de Zetoun, qui est un médecin qui a publié un livre très récent sur les causes de la violence, avec 3 facteurs. Je trouve plus le mot là, la rupture sociale, c'est-à-dire l'événement tragique de votre vie, l'événement qui fait que vous allez basculer. Et là, dans les 3 que j'ai pris, il y en a un qui perd sa mère et qui s'en remet pas, l'autre dont le frère se suicide, et nous on a Savary avec son placement, quoi, le fait d'être enfant assisté, ça c'est la première cause, hein, que les causes, le traumatisme de l'enfance souvent. Et la deuxième cause, c'est les causes physiques, et là c'est l'alcool. L'alcool, oui, qui favorise la plupart des criminels de l'époque. Le 19e, l'alcool est partout, quoi, partout, tout le temps. C'est les anxiolytiques de l'époque, ouais, la présence de l'alcool. Et la troisième cause, c'est la culture de la violence. Il y a des pays qui sont plus violents que d'autres. On voit les États-Unis, par exemple, avec le fait que les armes à feu sont dans la culture même du pays. Donc, du coup, il y a plus de meurtres. Là, on a une culture de la violence qui a pu être faite par son passé militaire et son expérience du Tonkin, où là, on lui demandait justement d'être violent. Sa femme le raconte bien dans sa lettre de grâce que au Tonkin, on lui a demandé de faire des choses qui n'étaient pas très reluisantes. Donc, culture de la violence, expérience traumatique de l'enfance, et puis les causes physiques, l'alcool, oui, qui est sûrement un facteur aggravant. Là, quand il commet son crime, on ne sait pas s'il est ivre avant, mais en tout cas, il est ivre après. Hein, il commet son crime, et après, il va retrouver Geneviève Garçon qui habite à Berck, et là, quand il arrive, il est ivre. Alors, travaux forcés à perpétuité. Alors, Savary le dit tout au long, hein, il est persuadé d'être gracié et d'aller à la Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu particulier. Il y a un très bon livre de Valérie Zéniter sur ça. On a besoin de peupler la Nouvelle-Calédonie. Donc, les gens qui étaient envoyés là-bas n'ont pas le droit de revenir. Les condamnés, quand ils ont purgé leur peine, alors là, les condamnés à mort sont condamnés à perpétuité, hein, donc ils ne reviennent pas. Hein. Mais souvent, on leur demandait de se marier pour peupler la Nouvelle-Calédonie. Ils n'avaient pas le droit de revenir en France. Là, on envoie plutôt en Guyane. Et on meurt en Guyane, ce qu'on appelle la guillotine sèche. C'est-à-dire que, bon, voilà, au lieu de mourir tout de suite, vous allez mourir quelques années plus tard, mais déjà, si vous arrivez vivant, hein, il y avait déjà pas mal dans des conditions de transport, et c'est la Guyane. Celui qui est gracié, là, il va en Guyane, alors on arrive à retrouver son dossier, hein, tout est bien conservé dans les archives,
et il meurt, il ne revient pas, quoi. C'est rare qu'il revienne. Je ne sais pas le nombre de gens, je ne sais même pas, parce que là, ils sont condamnés à perpétuité. Hein. C'est les travaux forcés à perpétuité. Alors, sauf coup, il n'y a pas l'ADN, il n'y a rien. Hein. Là, il n'y a pas encore les empreintes, il n'y a pas encore l'ADN. La seule chose qu'il y a, c'est l'autopsie. Et là, pour l'un des deux, on est capable, elle était autopsiée, on est capable de savoir ce qu'elle a mangé le soir. Voilà. Qui est pour le crime de Mademoiselle Copin un événement important qui permettra d'inculper ou de disculper Savary. Mais c'est la seule chose qu'on a. Donc, sauf si on découvre que ce n'est pas lui le meurtrier, là on pourra faire revenir, sinon il ne revenait jamais du bagne. Ouais. Guillotine sèche. Voilà. C'est tout. C'est un sujet qui... Voilà. Eh bien, bah, le petit rhum. Alors, j'invite tous ceux qui ont réservé le livre, que je n'ai pas encore vu évidemment, à venir le prendre, et j'invite les autres à... vous avez quand même envie de l'acheter, ou alors... j'ai pas tout dit, hein. J'ai pas tout dit. Bien, je vous remercie.